Il y a 25 ans sortait l'un des jeux les plus marquants de la NES, Metroid. Loin des mondes colorés et enfantins auxquels Nintendo est souvent associé, Metroid plongeait le joueur dans un univers de science-fiction sombre et claustrophobe, très inspiré de la saga Alien. Retour sur les 4 épisodes ayant forgé la légende de Samus Aran. Développé par l'équipe Research and Development 1 de Nintendo et produit par la légende du jeu vidéo Yokoi Gunpei, Metroid est en essence le fruit du croisement entre le gameplay plateforme de Super Mario Bros et la structure de The Legend of Zelda. Comme dans Mario, le jeu est en scrolling horizontal. Comme Zelda, la structure du jeu est en partie non linéaire. Le joueur doit explorer l'univers afin de trouver les items qui lui permettront d'atteindre des zones jusque-là inaccessibles. Dans Metroid, on incarne Samus Aran, mystérieux personnage en combinaison jaune et rouge, envoyé sur la planète Zebes pour traquer les pirates de l'espace dirigés par le bio-ordinateur Mother Brain. Les pirates ont mis la main sur une forme de vie ultra dangereuse, les Metroïdes. L'une des surprises du jeu était de découvrir, à la toute fin, que Samus était en réalité une femme, devenant l'une des premières et l'une des plus légendaires héroïnes de jeux vidéo. Élevée par une race d'hommes-oiseaux appelés les Shojinzoku, ou Shozo, Samus possède des capacités supra-humaines, à commencer par le lien qui l'unit à sa combinaison, la Power Suit. Samus est ainsi capable de se transformer en Morph Ball, qui lui permet de rouler dans des endroits exigus. Il s'agit traditionnellement de la première upgrade que l'on trouve dans un jeu Metroid, et elle est au moins aussi célèbre que l'héroïne elle-même. Metroid a marqué pour son ambiance oppressante et sa structure labyrinthique, qui rendait le jeu assez complexe. D'autant plus en Occident, car si au Japon le jeu est sorti sur le Famicom Disk System et proposait donc un système de sauvegarde, en Occident le jeu sortit sur cartouche et proposait un système de password un peu lourd. Notons également les thèmes musicaux emblématiques de la série, déjà présents dès ce premier épisode. Metroid fera l'objet d'un remake en 2004 sous le nom Zero Mission, bénéficiant de graphismes améliorés avec notamment de fort jolis arrière-plans que l'on jurerait sortir d'une planche de Jack Kirby. Si le scénario de base est le même et que l'on retrouve de nombreux éléments de l'original, le déroulement du jeu a été un peu modifié, prenant en compte certaines des évolutions apportées entre-temps par Super Metroid et Metroid Fusion. Par exemple, le jeu indique régulièrement au joueur où se trouve son prochain objectif, lui évitant d'errer dans le labyrinthe de Zebes des heures durant. La plus grosse innovation de Zero Mission est l'inclusion d'un scénario supplémentaire à la fin du jeu, durant lequel Samus se retrouve privée de sa Power Suit et va donc devoir s'infiltrer dans le vaisseau mère des pirates de l'espace armé d'un simple pistolet paralysant. L'occasion de proposer un gameplay un peu différent car davantage basé sur l'infiltration. Samus Aran saura se faire désirer puisqu'il faudra attendre 5 ans pour assister au retour de la chasseuse de primes sur console, cette fois-ci sur Game Boy. Dans Metroid 2, Samus est envoyée sur SR-388, la planète d'origine des Metroid, un clin d'œil direct à la planète LV-426 d'Alien. La Fédération Galactique demande à Samus d'exterminer tous les Metroid afin qu'ils ne puissent plus représenter un danger pour la galaxie. Sur SR-388, Samus découvre que les Metroid qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent n'étaient que des larves capables d'évoluer pour prendre la forme de monstrueux prédateurs reptiliens. Au moment de sa sortie, Metroid 2 faisait honneur aux capacités du Game Boy, avec de grands sprites et des décors très détaillés. La structure du jeu reste ouverte, et cette fois-ci, Samus a un compteur indiquant le nombre de Metroid à éliminer. Au terme de l'aventure, Samus affronte bien évidemment une reine Metroid. Un dernier bébé Metroid naît sous les yeux de Samus, qu'il prend pour sa mère. Samus décide alors de préserver le bébé pour la recherche. Peu de temps après avoir déposé la larve Metroid à la station de recherche Ceres, Samus reçoit un signal de détresse. Les pirates de l'espace n'ont pas perdu de temps et ont attaqué la station pour voler la larve. Samus les traque jusqu'à la planète Zebes, où les pirates ont à nouveau investi les galeries souterraines et créé un nouveau complexe. On a donc une suite qui a parfois des airs de remake, puisqu'on retrouve une partie des environnements et des boss du premier épisode, y compris Mother Brain ressuscité pour l'occasion. Cela n'empêche pas Metroid d'être un grand jeu, bien au contraire. Jouissant de graphismes sublimes, d'une richesse de gameplay impressionnante, Super Metroid est la quintessence de la série.
Parmi les innovations, outre de multiples nouveaux gadgets pour Samus, on notera l'arrivée d'une mini-map permettant de s'y retrouver plus facilement. Impossible de ne pas citer l'ambiance extraordinaire du jeu, les graphismes 16 bits permettant une véritable mise en scène des environnements. Sans parler de jeux effrayants, Super Metroid prenait aux tripes. Quant aux musiques, elles sont entrées dans la légende. Le jeu était tellement vaste et complexe qu'au moment de sa sortie, il était accompagné d'un guide de 120 pages décortiquant chaque zone du jeu et listant tous les secrets à découvrir. Le jeu culminait par un combat final d'anthologie qui parvenait à fusionner gameplay et storytelling, créant l'une des fins les plus mémorables et satisfaisantes vues dans un jeu vidéo. Super Metroid fait partie de ces jeux que tout gamer se doit d'avoir fait au moins une fois dans sa carrière. Il s'agit tout simplement d'un des meilleurs jeux d'action-aventure 2D de tous les temps et une leçon en matière de game et de level design. À nouveau, Samus Aran s'est fait attendre, puisque son grand retour ne se fera qu'en 2002, avec d'un côté Metroid Prime sur GameCube et Metroid Fusion sur Game Boy Advance. Si Metroid Prime réinvente le gameplay de Metroid en 3D et explore le passé de l'héroïne, Metroid Fusion, quant à lui, restitue fidèlement le gameplay 2D de l'époque NES et Super NES et se déroule après les événements de Super Metroid. Avec la destruction des Metroid sur SR388, une forme de vie indigène appelée le parasite X, dont les Metroid étaient le prédateur naturel, s'est multipliée à vitesse galopante. Le X a la capacité de parasiter un hôte biologique puis de le copier, un peu comme la chose du film de John Carpenter. Samus se retrouve infectée et ne doit sa survie qu'à un vaccin expérimental conçu à partir de l'ADN de la larve Metroid. Désormais capable d'absorber les X, Samus doit donc empêcher leur prolifération à bord du laboratoire biologique spatial, le BSL. De quoi changer un peu des environnements habituels de la série. Très vite, le joueur se rend compte qu'une Samus X est en maraude à bord du BSL, histoire de lui donner quelques sueurs froides. La narration joue un rôle bien plus important dans Metroid Fusion. Samus reçoit des missions précises confiées par son ordinateur de bord Adam, et lorsque le joueur prend les ascenseurs reliant les différentes parties du labo, il n'est pas rare que Samus en profite pour soliloquer sur la situation présente. Certains joueurs regretteront cette place plus importante accordée à l'histoire, préférant Metroid en tant qu'exploration solitaire et mystérieuse. Quoi qu'il en soit, la fin de Metroid Fusion ouvre la porte à de nombreux développements potentiels, qui restent pour l'instant à l'état théorique puisque tous les autres jeux Metroid sortis depuis, qu'il s'agisse de Metroid Prime ou de Metroid Other M, sont des préquels. Connaîtra-t-on un jour la suite des aventures de Samus après Fusion ? Pendant longtemps, une rumeur faisait état d'un 5e épisode baptisé Metroid Dread en développement sur DS, mais ce projet ne s'est jamais matérialisé.